Donc, le protocole de Kyoto, en fait, il a instauré ce qu'on appelle des mécanismes de flexibilité, mécanismes économiques. Et, et finalement, l'Europe, qui était arrivée avec l'idée d'une taxe carbone, qui en fait a perduré hein, depuis Rio, jusqu'à Kyoto, le débat entre est-ce que on met en place une taxe carbone énergie à l'échelle mondiale ou on met en place un système de plafonnement des émissions et d'échange des droits à émettre du CO2, ce débat, il a perduré. Et en fait, ce sont les États-Unis qui ont clairement remporté la victoire sur ce débat. Et donc, le protocole de Kyoto a mis de côté la taxe carbone et a instauré un système mondial d'échange de quotas d'émissions de CO2, ou ETS pour Emission Trading System, qui est donc un marché d'échange de droits à émettre du CO2. Et donc, finalement, on a donné, à l'échelle mondiale, on a donné un prix du carbone sous forme de droits à émettre du CO2. En complément de ce système d'échange de droits d'émission, deux mécanismes de certification carbone, que sont le mécanisme pour un développement propre et la mise en œuvre conjointe. Je vais décrire un peu plus loin. Voilà, donc finalement cette première révélation du prix du carbone au travers d'un marché mondial porté par le protocole de Kyoto, et qui finalement a vu le jour en 2005 en Europe, hein, il avait vocation à refléter le prix d'une pollution. Donc, vous voyez bien que le processus décisionnel, il est extrêmement long parce qu'il part des années 90 et il se termine en 2008, donc presque 20 ans, pour arriver à avoir un prix explicite sur un marché mondial du carbone, et à donner la possibilité aux pays de développer à l'intérieur de leurs économies une fiscalité qui soit ensuite, je dirais, libre d'être mise en place. Donc on a bien deux instruments. Le premier étant, et on peut le comprendre, le cap and trade, les ETS, parce que ça arrange la sphère privée, que ça ne limite pas la compétitivité, etc., et qu'on est finalement dans un optimum économique acceptable par tous. Quant à la taxe, elle est finalement, elle est décidée, je dirais, unilatéralement par les pays qui veulent la mettre en place chez eux. Vous avez ici donc un graphe qui vous montre que le prix du carbone, en fait, peut être distingué en trois, je dirais, caractérisé par trois, qualifié par trois types, dans trois types. Aujourd'hui, le carbone est subventionné. D'accord? Donc, le montant des subventions directes ou indirectes aux énergies fossiles est de l'ordre de 400 milliards de dollars par an. 400 milliards de dollars par an. Donc, on estime que le carbone est subventionné. On subventionne une pollution, des émissions de CO2 qui ont un impact sur la société. Ensuite, on a des valeurs qui sont introductives, considérées comme introductives, encore une fois, entre 0 et 40 euros, et ensuite une valeur qui est transformationnelle à partir de 40 euros. Donc ça, c'est, je dirais, pour une valeur qui est universelle. La valeur universelle du carbone, c'est-à-dire la même pour tous les pays de la planète. Il est évident que tous les pays de la planète ne peuvent pas avoir un même prix du carbone. Donc vous avez aujourd'hui à l'échelle mondiale hein, une bataille entre ces deux visions, c'est-à-dire une vision très orthodoxe du prix du carbone, où on dit que finalement il faut un prix universel, et une autre vision hétérodoxe où on promeut un prix du carbone qui soit adapté à la spécificité des pays, et donc ce qu'on appelle un prix différencié. Et effectivement, il semble plus pertinent et plus intelligent que le prix du carbone soit différencié
de façon à ne pas pénaliser les pays du Sud qui sont en développement, et de façon à pouvoir augmenter la valeur du prix du carbone pour envoyer un signal prix qui soit fort et qui puisse réellement être incitatif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on parle bien de prix explicite du carbone. Il y a 3 principaux instruments qui sont la fiscalité. Donc là, c'est une vision étatique et gouvernementale de la mise en place d'une assiette de prix du carbone sur différentes assiettes, différentes composantes fossiles. Vous avez le mécanisme de marché qui vise à plafonner les émissions de CO2 et à réduire ces émissions, on va en parler, et un système de crediting qui vous donne un autre prix du carbone, notamment donc issu des mécanismes de compensation. Donc ça, on en parle demain matin, et qui en fait est un paiement pour les résultats d'atténuation qui ont été réalisés sur des projets. Donc vous avez un projet qui réduit les émissions, on peut valoriser, monétiser ces réductions d'émissions. Alors on appelle ça des crédits carbone. Et donc on a plusieurs prix du carbone ici, en tout cas au moins 3. Et on a aussi, alors on peut parler en fait de valeur implicite du carbone quand vous avez en fait de la réglementation, c'est-à-dire une juridiction en fait qui va en fait limiter les émissions de gaz à effet de serre d'activités, de produits, de services. On peut parler de réglementation thermique des bâtiments, on peut parler de réglementation sur la motorisation des voitures. Donc là, par exemple, cette année, il y a une norme qui est passée, donc on parle de normalisation aussi, une norme qui est passée et qui oblige les constructeurs automobiles à limiter les émissions de gaz à effet de serre de leurs nouveaux moteurs. Et donc là, on a finalement implicitement, on renvoie l'idée que le carbone émis par les voitures a un impact qui est négatif pour la société. Et donc, on contraint les constructeurs et une activité économique par des normes à réduire des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, Abdelaziz, encore une fois, votre question de tout à l'heure, une des réponses, hein, c'est la réglementation. Donc, clairement, l'interdiction, la normalisation, elle fait partie de la boîte à outils qui doivent nous servir à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais donc, c'est une forme implicite, une façon implicite de donner un prix au carbone. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui et demain, c'est la vision, c'est la vision explicite du prix du carbone, c'est-à-dire visible quelque part. Vous avez ici une chronologie de la mise en place des prix du carbone à travers le monde. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les débats européens sur la mise en place d'une taxe qui arrive, hein, je vous rappelle, à Kyoto, à Rio en 92, finalement, elle a donné naissance, notamment par des pays d'Europe du Nord, à la mise en place d'une taxe carbone. Tout ça, ça a fait son chemin jusqu'à... Alors, finalement, les taxes carbone, elles ont toujours mis du temps à voir le jour. Clairement, les pays d'Europe du Nord sont les premiers. Aujourd'hui, vous avez des taxes carbone en Europe du Nord qui dépassent 120 € la tonne de CO2. 120 € la tonne de CO2. Quand en France, donc la contribution climat-énergie, elle a vu le jour en 2014. Alors, contribution climat-énergie, hein, c'est l'autre nom de la taxe carbone. Elle est aujourd'hui à 45 €, bloquée par le mouvement des Gilets jaunes, dont on reparlera demain. Et puis là, en bleu, vous avez la naissance des marchés d'échange de quotas d'émissions, donc les ETS. Donc vous avez bien deux systèmes qui vous donnent un prix du carbone explicite, qui n'est pas le même.
avec en fait une première période test pour l'Union européenne, le UETS, entre 2005 et 2008. Et puis là, entre 2008 et 2012, vous avez la période de Kyoto. Donc vous avez plein de marchés qui voient le jour en Amérique du Nord, dans des provinces du Canada, en Nouvelle-Zélande, en Suisse. Vous avez toute une série là d'ETS qui voient le jour à l'échelle non pas d'un pays mais de villes. La Corée du Sud, de régions, la Colombie-Britannique au Canada qui a aussi son ETS. Donc en fait, c'est important de voir que l'ETS est extrêmement flexible puisqu'il peut couvrir plusieurs secteurs d'activité de l'économie et il peut couvrir aussi des périmètres géographiques différents. Donc aujourd'hui, voilà le bilan des instruments de tarification. On a 61 projets qui sont en marche, implémentés en fait, fonctionnels ou en projet. Des initiatives de tarification carbone, donc encore une fois plutôt taxes ou ETS. Donc voilà, 50-50, hein, une trentaine d'ETS dans le monde et une trentaine de taxes carbone. Là, on a vraiment des représentations nationales pour des taxes ou des ETS, mais on a aussi des représentations infranationales pour des régions. On voit que la Californie est liée au Québec. On a failli à un moment aussi lier l'Union européenne, en fait, qui regroupe plusieurs pays avec l'Australie. On a vu que des villes avaient leurs propres ETS, notamment en Chine. 22% des émissions de gaz à effet de serre sont couvertes aujourd'hui par une tarification carbone, des instruments de tarification carbone. Ces instruments génèrent 45 milliards de dollars US, alors soit par le phénomène de taxation, tout simplement, ou dans le cadre des ETS, de la mise aux enchères des droits à émettre du CO2. Presque 15 000 projets de certification carbone ou crediting existent et ils génèrent des crédits carbone, donc des unités de réduction ou de séquestration ont été générées. Et enfin, ces 5 dernières années, et on pourra en parler demain si vous voulez, les crédits carbone du secteur forestier ont explosé, bien qu'ils aient été limités dans le cadre des accords de Marrakech en 2001. Aujourd'hui, les crédits forestiers représentent presque la totalité des crédits carbone qui ont été émis, notamment dans le cadre volontaire, mais ça, on en parlera demain matin. Voilà une cartographie donc, des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui dans le monde, avec des projets qui sont en cours en Thaïlande, au Vietnam, donc en Asie du Sud-Est, le Brésil. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a aussi des approches hybrides qui se développent et d'ailleurs, l'avis de Carbone 4 est que ça peut être une solution très pertinente pour la Tunisie, où en fait la taxe carbone est hybridée avec un système de crediting qui permet en fait de flécher, de tracer, de bénéficier d'une meilleure traçabilité des flux financiers vers des projets de réduction d'émissions ou de séquestration sur le territoire. Donc on a ça par exemple en Colombie, en Suisse, vous retrouvez ça aussi en Corée, où on a vraiment des hybridations de ces dispositifs. Ce qui est sûr, c'est que même quand on voit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui réfléchissent à la mise en place de ces outils, c'est qu'ils offrent une liberté dans la mise en œuvre, encore une fois, nationale, infranationale, les périmètres concernés en termes de secteur d'émission, les hybridations possibles,
Donc en fait, ça reste des outils économiques, je le redis, hein, qui doivent cohabiter. Il n'y a pas soit un ETS, soit une taxe, soit du crediting. Les trois peuvent cohabiter. Ils doivent cohabiter aussi avec une réglementation pour montrer la cohérence de l'ensemble porté par les pouvoirs publics. Donc tout ça doit cohabiter, voilà. Et ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que ces outils sont largement plébiscités. Donc là, vous avez un focus sur l'Europe et l'Amérique du Nord sur des projets. C'est intéressant aussi parce qu'on a des retours d'expérience. Et je pense que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes en France est un retour d'expérience, un retour riche d'expérience en termes d'acceptabilité sociale. Les risques sur les ETS et notamment le marché européen en termes de fraude, en termes de surallocation des quotas, d'ajustement, en termes de la réserve de stabilité dont on va parler, est un retour extrêmement riche. Les dispositifs d'hybridation comme la Colombie, la Suisse, etc., nous apprennent que des systèmes comme ça différents peuvent fonctionner aussi. Et puis des acceptations sociales très fortes, des adhésions en fait de population à ces dispositifs de tarification du carbone très puissants, comme en Colombie-Britannique par exemple, doivent nous apprendre que c'est possible. Donc en fait, on arrive à une forme de, je dirais à la fin d'un premier cycle de mise en œuvre de plusieurs dispositifs un peu partout dans le monde, et l'émergence de nouveaux instruments, et vous en faites parfaitement, vous illustrez parfaitement cette tendance en Tunisie sur votre volonté de mettre en place de façon intelligente des instruments de tarification du carbone. Vous avez cette chance de pouvoir vous appuyer sur des expériences passées qui sont vraiment très riches d'enseignements. Alors, à gauche, vous avez des prix du carbone qui sont pratiqués. Donc, je vous ai dit, on est à 120 € sur des taxes du carbone dans les pays du nord de l'Europe, notamment en Suède, mais aussi en Suisse. En France, on tourne autour de 50 €. Oui, le prix du CO2 a baissé à cause du Covid, tout simplement parce que dès que vous avez une chute de l'activité économique, et on l'a vu, en fait, ça, on l'a vu tout de suite en 2009-2010, suite à la crise financière, on a une baisse des émissions de CO2 et mécaniquement, on a une baisse de la demande en quota d'émissions de CO2. Donc, plus d'offres que de demandes vous fait baisser le prix du CO2, du quota de CO2, hein, pas de la taxe. Et vous avez d'autres types qui sont... vous avez d'autres impacts sur les ETS que les crises financières ou sanitaires, qui sont la météo. En fait, quand vous avez un hiver qui va être plus frais ou des hivers qui sont plus doux, vous avez moins de demande en énergie. Et qui dit moins de demande en énergie, dit forcément moins de demande, moins d'émissions de CO2, donc moins de demande en quota. Et vous avez mécaniquement là aussi un prix du CO2 qui diminue. Et ça, c'est intéressant parce que on s'aperçoit que les ETS, en fait, sont sous le coup de facteurs exogènes. D'accord? Que finalement, le marché ne se régule pas par lui-même et que vous avez d'autres impacts qui viennent de l'extérieur et qui vont impacter le prix du carbone. Or, il est vraiment important de comprendre et d'avoir en tête que la théorie de ces outils économiques ne fonctionne que si le prix du carbone est élevé. D'accord? Et quand vous avez une crise financière, une crise sanitaire ou un hiver plus doux qui ne dépend de personne, vous avez une baisse du prix du CO2 et donc vous avez des risques derrière de rebond des émissions
ce qu'on observe aujourd'hui, en fait. Et c'est là où il est intéressant de voir que l'Union européenne a décidé d'intervenir dans le marché. C'est-à-dire que la vision libérale du marché, qui se régule par lui-même, la main invisible du marché, finalement, elle a fait long feu. Et sur un marché environnemental de type ETS, des juridictions et des pouvoirs publics commencent à intervenir dans le marché en créant de la rareté pour faire remonter le prix du carbone. En fait, ce que je voulais dire par cette question, c'est que qu'en regardant à chaque fois, par exemple, les rapports de la Banque mondiale sur les statistiques, sur tout ce qui est tarification du carbone, on retrouve par exemple que 60% des émissions, je dis un chiffre comme ça, hein, mais Oui, 60% des émissions mondiales sont couvertes par des instruments de tarification carbone ou autre. Et en général, d'après ce que j'ai compris, c'est que quand on parle de couverture des émissions, on ne parle que des ETS et de la taxe. exactement. Par contre, pour tout ce qui est mécanisme de crediting, ça ne figure pas dans les statistiques de la tarification du carbone, parce que Non. réellement, on ne peut pas parler facilement au niveau du mécanisme de crediting d'une couverture d'un certain pourcentage d'émissions. En fait, je me pose Exact. cette question parce que, par exemple, pour la Tunisie, si on veut faire ressortir des statistiques par rapport aux instruments qu'on voudrait développer, ou pour n'importe quel pays, c'est plus difficile de faire ressortir des statistiques en termes de couverture des émissions quand on parle de mécanisme de crédit que pour les autres instruments tels que la taxe ou les ETS. C'est pour Ouais, c'est ça en fait clair. que je posais la question. Ouais, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette intervention. En fait, merci beaucoup. En fait, il est important effectivement d'avoir en tête que les taxes et les ETS posent une contrainte sur des émissions et posent une contrainte sur des secteurs intensifs en CO2. Donc on voit bien que les secteurs qui sont couverts par les ETS et les taxes sont souvent la consommation d'une certaine forme d'énergie fossile pour les taxes et des secteurs les plus émetteurs pour les ETS. Si on devait considérer finalement les secteurs et les émissions couvertes par les systèmes de crediting, eh ben, ce serait 100%. Parce que les systèmes de crediting ou de certification carbone, en fait, dans les faits, sont ouverts à tous les autres secteurs qui ne sont pas couverts par la taxe ou des ETS. Donc c'est là où vous retrouvez l'agriculture, la foresterie, la consommation d'énergie et non sa production, la mobilité, etc. Et finalement, on voit bien que le système de crediting vient en complément. Donc merci encore une fois Ashraf, parce que c'est intéressant d'avoir cette discussion. Si 22% des émissions mondiales sont couvertes par des taxes et des ETS, alors on pourrait dire que 78% des émissions sont, alors peut-être pas couvertes, mais ont un potentiel de crediting, parce qu'elles n'ont finalement aucune contrainte de réduction des émissions ou je dirais de budgétisation. En revanche, si on arrive à réduire cette part-là de 78% versus les 22% sous contrainte, on peut réduire ces émissions, les valoriser et donc les monétiser. Donc effectivement, c'est intéressant de dire que taxes et ETS, c'est 22% des émissions mondiales, mais le crediting, c'est tout le reste quelque part, puisque ça vient en complément de ces systèmes-là. Ouais. Voilà, donc à droite, là, vous avez aussi une représentation finalement des, des secteurs d'activité qui sont couverts par les différents ETS et les taxes aujourd'hui dans le monde. Et donc c'est très hétérogène, hein. On retrouve en Nouvelle-Zélande, on retrouve la forêt par exemple. L'aviation, on la retrouve en Europe, mais pas au Kazakhstan. Euh, En Afrique du Sud, on a plutôt une taxe que sur le fossile. Euh, on a
Enfin voilà, c'est très hétérogène finalement. On a aussi le traitement des déchets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît aux différentes juridictions nationales ou infranationales. C'est cette part de liberté dans la couverture des secteurs d'activité qui sont couverts par un prix du carbone. Et donc là, je vous ai mis un résumé que j'ai réalisé lorsque je travaillais pour le GRES, qui est une ONG française, qui s'appelle le GRES. Donc j'ai réalisé cette vue d'ensemble des différents prix du carbone. Alors, vous avez ici le quota d'émissions de CO2. Le quota d'émissions de CO2, c'est le droit à émettre du CO2. Ici, c'est le système d'échange de quotas d'émissions qui ne concerne la plupart du temps que des gros industriels, des industries intensives en CO2, les cimentiers, la production d'énergie, d'électricité, la métallurgie, etc. Et donc, vous avez un prix du droit à émettre du CO2 qui varie en fonction de l'offre et de la demande. Et on l'a vu aussi en fonction de facteurs exogènes que sont des crises sanitaires, des crises économiques, etc. Vous avez la fiscalité, d'accord, donc la taxe carbone mise en place par l'État, où vous avez ici en fait une trajectoire finalement progressive et programmée du prix de la tonne de CO2, qui concerne la plupart du temps de la consommation d'énergie fossile qui peut être faite par des entreprises ou des particuliers. Donc ici, on a un prix progressif qui permet aux entreprises de se projeter, d'accord, et d'avoir une visibilité à moyen ou long terme, qui est un des avantages de la taxe carbone. Là, vous avez deux prix différents. Et après, vous avez les systèmes de crediting. Et donc là, vous avez deux types de crédit carbone. Vous avez les unités en fait qui sont régies par le marché institutionnalisé, réglementé, notamment l'ONU, d'accord. Donc c'est le protocole de Kyoto et c'est demain l'article 6 de l'accord de Paris. Donc ici, encore une fois, vous avez donc tout le monde peut intervenir sur ce marché réglementé. Et vous avez un prix du carbone qui dépend encore une fois de l'offre et de la demande. Là, on est à quasiment 0 €, hein, parce qu'on est vraiment entre le protocole de Kyoto et les accords de Paris. Donc on a des crédits carbone qui sont achetés par les industriels, qui sont quasiment à 0 €. Et on a des crédits carbone volontaires qui sont régis, donc ça on le verra demain matin, qui sont régis par des labels dits de compensation, le Gold Standard, Verra Standard, et l'émergence de labels nationaux, de référentiels nationaux, et où là, en fait, on n'a pas vraiment de prix de marché, on a des prix qui sont variables en fonction de la typologie des projets, avec des projets d'agroforesterie autour de 15 €, des projets d'hydroélectricité qui sont plus bas. Donc le prix, ça je vous expliquerai de quoi dépend le prix du carbone sur des projets volontaires, mais des prix qui varient en fonction voilà, du type de projet, du coût du projet et de ses sources de financement. Donc finalement, quand on dit prix du carbone, bah, il y en a au moins 4. Voilà. Le droit à émettre du CO2, il faut que ce soit élevé sur les marchés du carbone pour inciter à réduire les émissions. La taxe carbone qui est décidée unilatéralement par les pays dans sa mise en place, dans l'assiette qu'elle va concerner, etc. Et puis les deux systèmes de crediting, un système qui est onusien, qui est centralisé à l'échelle internationale, et un système de crediting qui est plutôt volontaire, qui va être soit national au travers de labels qui émergent, soit développé dans le cadre de référentiels portés par des labels internationaux comme le Gold Standard ou Verra. Comment expliquer les différences du prix du carbone, taxe ou ETS d'un marché à un autre?
Alors, le prix, en fait, sur les. Alors, d'abord, la différence de prix des taxes ne revient. euh, ce n'est que l'appréciation des gouvernements. D'accord? Donc, si la Suède décide. Alors, eux, ils ont pris une décision assez tôt, mais si la France, par exemple, décide de geler le prix du carbone dans le cadre de sa taxe à 45 euros parce qu'il y a des revendications sociales et des mouvements contestataires de la population, ce n'est que de son ressort. Si la Tunisie décide de mettre une taxe à 5 dinars dès le début, c'est finalement du ressort du gouvernement tunisien. Donc, d'abord sur la taxe, la différence, elle se fait en fonction de la réalité du pays, euh, de son niveau de développement, de, du périmètre qui va être couvert par cette composante carbone de taxe. Donc sur la taxe, finalement, il est facile de comprendre qu'il peut y avoir plusieurs prix du carbone différents. La taxe est bien nationale, donc finalement, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Là où ça commence à poser problème, c'est, et on voit bien que la taxe aux frontières commence à faire son entrée, dans une idée de, comment on pourrait appeler ça, de protectionnisme environnemental, c'est-à-dire comment inciter les autres à jouer le jeu de la protection du climat. Ce qui commence à poser problème, c'est quand un pays n'a pas du tout de taxes et que des produits très carbonés sont importés dans les pays. Voilà. Donc là, c'est là où effectivement, il faut souhaiter que la tarification du carbone soit finalement diffusée le plus possible dans tous les pays du monde pour qu'il y ait une forme de rééquilibrage de cette contrainte carbone sur la production sur les produits. Ensuite, sur les ETS, on a des prix qui varient là tout simplement en fonction de l'offre et de la demande. Et donc on voit bien, je pense que le meilleur exemple, c'est déjà c'est les constituants des ETS. Alors l'allocation des quotas d'émissions tout simplement, ce qu'on appelle le facteur linéaire de réduction, c'est-à-dire l'abaissement du plafond d'émissions de CO2 qui est différent, mais aussi, encore une fois, des phénomènes météo, des crises financières qui ne touchent pas la Corée, l'Europe ou les États-Unis de la même manière. Donc on voit bien en fait que les sites, les secteurs qui sont sous contrainte dans un ETS plafonné ne vont pas subir les mêmes effets d'une crise à différents points du globe. Et en fait, l'illustration, c'est le prix du carbone qui varie, encore une fois, en fonction de l'offre et de la demande. Et c'est ce qui explique qu'on ait des différences de prix d'un ETS à un autre. Voilà. Il y a une idée qui pousse, hein, c'est quand même celle d'un corridor du prix du carbone sur ces marchés ETS. Donc on ne parle pas de la taxe, d'accord? On parle des ETS. Le corridor carbone dit il faut quand même que, pour que tout ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un prix plancher. Si vous avez un prix du carbone sur un marché en ETS à 5 euros, le marché ne fonctionne pas. Les économistes vont vous dire, bah, c'est la preuve que ça a marché, puisqu'il y a moins de demandes que d'offres, donc ça veut dire que les émissions ont baissé. Et c'est en partie vrai, mais ça veut aussi dire que l'allocation des quotas d'émissions de CO2 n'a pas été à la hauteur de l'ambition. Donc on se dit peut-être qu'il serait intéressant d'avoir un prix plan en dessous duquel en fait le prix du carbone ne peut pas descendre. Et donc 5 euros c'est beaucoup trop, peut-être qu'il faut mettre ce prix plancher à 15 euros de façon à ce qu'il y ait une incitation minimale reflétée par le prix du carbone pour que les secteurs augmentent. Et de la même façon, pour rassurer les agents économiques, il y aurait un plafond du prix de CO2
pour pas que ce soit trop cher et pour pas. Donc là, alors là, on se projette vraiment très très loin, hein, parce qu'on parle de 100, 120, 150 euros la tonne. Comme vous voyez aujourd'hui, alors on a frôlé les 25 euros avant la crise sanitaire. Je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 15. On est loin des 100 euros. Mais donc, vous avez quand même une forme de corridor du carbone qui fait son chemin dans la mise en place des ETS, de façon à cadrer le prix du carbone et à limiter en fait les différences